Bien, nous allons démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire donc, consacré aux environnements de calcul, aux processeurs pour les véhicules autonomes, qui suit celui que nous avions organisé le 18 juin, plus orienté sur l'aéronautique et l'embarqué. Voilà, donc moi je suis Philippe Ponce, j'interviens au pôle Aerospace Valley dans le service innovation comme expert électronique sur les systèmes embarqués. L'agenda de ce webinaire est le suivant. Donc nous aurons trois interventions. La première, donc d'EasyMind avec Xavier Jean. Ensuite, une intervention de NXP donc avec Arnaud van den Bosch. Et on terminera par l'intervention de Stéphane Cordova de Calray. Ces interventions dureront une trentaine de minutes. Au cours de l'intervention, vous pouvez poser par écrit vos questions et nous les prendrons en compte à la fin de chacune des interventions. Et si vous avez des questions complémentaires qui vous viennent au-delà du webinaire, vous pouvez nous les transmettre à Marc Gatti et à moi-même. Alors, juste une seconde, j'excuse Marc Gatti qui devait participer en tant que coordinateur et pilote de l'écosystème système embarqué communicant, mais il a eu une obligation et donc il n'est pas là cet après-midi. Voilà. Donc, suivant les autorisations des intervenants, nous rendrons disponible dans quelques jours le replay et puis les présentations. Et juste pour rappel, du webinaire du 18 juin, le replay et les présentations sont disponibles donc au lien que j'ai mentionné. Bonjour, donc je m'appelle Arnaud van den Bosch, je fais partie de la société NXP et je suis en charge du segment de tout ce qui est ADAS et Autonomous Driving dans la société, donc surtout au niveau des composants qui font vision et central computing. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les choix que l'on fait au niveau de l'architecture, au niveau du partitioning du système, afin d'avoir la scalabilité de la partie NCAP, donc low ADAS, on va arriver jusqu'au niveau 4 et niveau 5. Et donc, vous allez voir un peu le challenge que l'on a pour avoir un bon partitioning de système afin d'arriver à une meilleure scalabilité du plus bas niveau d'autonomie de ADAS jusqu'au niveau 4, niveau 5. Donc, je vais vous faire une petite introduction. Après, au niveau, je vais vous parler de la système des compositions du système, l'impact qu'il y a sur la performance, sur l'accélération, et je vais vous faire une petite conclusion. Donc, première chose, je ne sais pas si tout le monde connaît NXP, mais on est environ 30 000 employés, on est présent dans environ 30 pays. Dans les 30 000 employés, il y a environ 9 000 R&D ingénieurs. Et on a un revenu qui est dans les alentours de 9 milliards de dollars, dont la moitié est automotive. Donc NXP, au niveau de, ça vient de Philips Semiconductor. On a eu un merge avec Freescale il y a environ 3 ans, 3-4 ans en effet. Et il y avait une tentative d'unification avec Qualcomm qui s'est soldée par un échec il y a environ 2 ans. Et en fait, Qualcomm voulait vraiment avoir accès à tout ce qui est automotive et notre savoir-faire au niveau automotive. Voilà, ça c'est NXP en quelques mots. Au niveau de la voiture, donc pour nous, il y a 3 méga-trends. Premier, c'est au niveau de tout ce qui est autonomie, pour avoir 0 accident. Il y a tout ce qui est électrification pour tout ce qui est émission de CO2. Et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle connectivité, pour qu'il n'y ait de moins en moins de temps perdu sur la route et qu'on ait un trajet de plus en plus agréable et rapide quand on va du travail au bureau, de la maison au bureau ou quand on part en vacances. Là, on va se focuser sur l'autonomie. Et pour moi, l'autonomie, tout ce qui est 0 accident, tout ce qui est ADAS et Autonomous Driving, c'est encore la jungle. Et je crois que ça a été déjà bien expliqué juste avant par Xavier.
c'est un monde qui est un peu comme Jurassic Park, parce que la performance, même si on commence à peu près à savoir ce qu'il faut, pour les niveaux, je veux dire 1, 2, 3, niveau 4 et 5, ça reste encore un peu inconnu. Il y a eu quelques questions sur la safety. En effet, la safety, on commence à vouloir la résoudre. Donc la performance, on commence à peu près comprendre ce qu'il faut. Donc maintenant, on voit les cars OEM qui vraiment se penchent sur tout ce qui est safety. Par contre, l'aspect sécurité n'est pas encore très bien compris. Donc, il y avait des questions sur tout ce qui est encryption. On voit qu'il y a en effet de plus en plus de questions au niveau sécurité, mais c'est un problème qui n'a pas encore été adressé parce que la plupart du temps, les gens voyaient le système au niveau de la voiture autonome étant complètement isolé du reste. Cependant, ce n'est pas du tout le cas parce qu'il faut bien avoir les cartes HD qui soient uploadées de temps en temps, qui soient réactualisées très fréquemment. Et donc, il y a un contact avec le monde externe qui est assez fréquent. Aussi, c'est un monde qui évolue beaucoup au niveau de l'architecture. Il n'y a pas une architecture qui est commune entre n'importe quel car OEM. Chaque OEM a une vision différente de comment il faut résoudre le problème entre la vision, perception, le radar, le lidar, comment après on met ça dans une enveloppe safe, comment on prend les décisions. Donc personne n'a vraiment, il n'y a pas une convergence. Également, au niveau de business model, il y a beaucoup de changements. Donc on a vu déjà les cars OEM qui prennent de plus en plus la main sur la décision des composants électroniques, car ça a un impact réellement sur l'architecture et également sur les performances et quel va être vraiment le comportement du véhicule. On voit aussi dans certains clients du style Tesla qui, eux, font une verticalisation ils font maintenant leur chip, leur SoC, FSD, donc un modèle comme Apple. Par contre, est-ce que tous les cars OEM peuvent mettre plusieurs centaines de millions de dollars sur la table pour faire un composant? Est-ce que le business model le permet pour l'instant? C'est interrogation. Est-ce qu'il faut faire du semi-custom? Donc, il y a beaucoup de questions encore sur les business models qui doivent évoluer. Dernier point, c'était le légal. Donc, de nouveau, tout ce qui est voiture autonome, pour l'instant, c'est dans des zones qui sont extrêmement restreintes. On ne peut pas traverser l'Europe sur une voiture autonome, même sur l'autoroute. On ne peut pas non plus faire ça aux États-Unis. Chaque État a une vision différente de la législation. En Europe, il y a une certaine volonté de faire quelque chose en commun, mais par contre, les États ne sont pas complètement accordés pour l'instant. La Chine a une approche complètement différente. Eux, ils ont décidé tout d'un coup de dire, voilà, telle ville sera complètement autonome. Il n'y aura plus de voitures non autonomes dans le centre-ville. C'est une approche un peu différente. Donc, il y a au niveau légal, c'est très disparate au niveau des différents pays. C'est pour ça, pour moi, c'est encore la jungle. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pas du tout comme ce que disait Xavier. Ça évolue beaucoup encore. Ce que l'on dit maintenant ne sera pas forcément vrai demain. Et donc, c'est un des problèmes au niveau du semi-conducteur, parce que, par exemple, si je commence un composant, l'architecture maintenant d'un composant, j'aurai les échantillons d'ici 2 à 3 ans, donc en 2023, dirions-nous, le temps que je fasse plusieurs tape-out, qu'il soit complètement qualifié, il sera sur le marché en 2024, 2025 plus tard, ce qui fait que la voiture sera, elle, en 2025-2026 sur la route. Donc, en 5-6 ans, il peut y avoir beaucoup d'évolutions et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à ce qui se passe et être très flexible au niveau de la définition et également au niveau de quand on design le composant, d'avoir de la flexibilité, de pouvoir faire des petits changements au dernier moment. Donc, je crois que la classification, bon, elle a déjà été faite par Xavier, donc de niveau 1 au niveau 5. Pour nous, donc il y a vraiment 2 types de marchés, comme Xavier l'a dit aussi. Il y a tout ce qui est niveau 4, niveau 5, où là, le produit, c'est un robot. Il y a peu de différenciation au niveau des cars OEM. La différenciation, ce sera vraiment sur le management de la flotte. Et le car OEM,
lui, n'a pas vraiment de compétition, il ne va pas vraiment avoir une différenciation. La différenciation, c'est vraiment au niveau de la management de la flotte, et c'est vraiment quelques centaines de milliers de véhicules, ce n'est pas vraiment le volume. Et après, il y aura tout ce qui est niveau 1, 2 et 3, où là, la voiture, c'est le produit. C'est monsieur tout le monde, c'est-à-dire vous et moi qui serons propriétaires de la voiture. Et là, il y a vraiment une différenciation au niveau de l'OEM qui, lui, va pouvoir dire comment la voiture va réagir. Si on tourne à droite ou à gauche, quand on achète une Renault Espace avec les enfants derrière, la voiture ne devra pas réagir que si on prend une série 3 M où l'accélération ou la décélération sera beaucoup plus forte et les angles de volant seront beaucoup plus importants que si on est dans une Renault avec les enfants. Donc là aussi, il y aura une différenciation qui va se faire au niveau du comportement du véhicule. Et là, vraiment, ça demande au car OEM d'avoir des capacités de se différencier, justement, afin de créer la compétition, que Audi soit différent de BMW, que Toyota soit différent de Renault. Ça leur oblige d'avoir certaines compétences dans tout ce qui est dans tous les algorithmes et du comportement de la voiture. Donc, donc là, au niveau des niveaux d'autonomie, il y a une croissance au niveau performance qui est due en fait à la croissance au niveau des sensors, qu'on a de l'ultrasonique, du radar, de la caméra ou de l'IDAR. Et cette croissance est due au fait que les scènes sont de plus en plus complètes, de plus en plus complexes, que l'ODD est de plus en plus complexe, et donc il faut avoir une meilleure connaissance de son environnement, mais avec une meilleure connaissance de l'environnement fait que la performance au niveau composant électronique, que ce soit au niveau CPU ou au niveau accélération, a une énorme croissance, et on voit un très gros break entre ce que l'on voit le niveau 2 où la voiture est supervisée par le conducteur. À partir du niveau 3, le conducteur peut vraiment se désengager, même si en cas d'alerte, il doit se réengager, mais ce qui fait que la voiture doit vraiment avoir un très bon doit vraiment comprendre une bonne compréhension de son environnement. C'est pour ça qu'on voit une explosion au niveau des sensors, mais après également au niveau des performances qui est demandée. Le niveau 5, personne n'est capable pour l'instant de dire que le niveau 5, combien de sensors qu'il faut et quelle est la performance. Niveau 5, c'est de dire on est sur la place de l'étoile et dire voilà, je veux aller à Pékin, à tel hôtel, conduis-moi à travers telle ville et telle ville. Avant qu'on arrive à ce niveau d'autonomie, il y aura encore quelques années, voire même pas quelques années, quelques décennies. Je ne crois pas pouvoir le voir, même moi, en route. Donc voilà. Donc, on va regarder le système des compositions. Donc, selon nous, selon NXP, la vision que l'on a, on voit vraiment le système qui doit être décomposé en deux sous-systèmes, deux domaines. Un qui est tout ce qui est perception, qui sera la capacité à voir et à identifier les objets qui sont autour de la voiture. Et le deuxième domaine, qui est ce qu'on appelle le safe computing, qui, lui, va générer les routes de façon safe. Ce sont vraiment deux domaines complètement différents. Le premier domaine, donc tout ce qui est la perception, l'habilité de savoir ce qui se passe, c'est ce qui est utilisé dans tout ce qui est NCAP. Tout ce qui est safe computing, à partir de ce moment-là, c'est que la voiture va pouvoir prendre une décision elle-même de tourner à droite ou à gauche et de s'insérer dans une ligne entre deux voitures. À ce moment-là, il y a une décision qui est prise. À cause de cette décision, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas dire a posteriori, mince, j'aurais pas dû tourner à droite ou à gauche, j'ai eu un crash. Donc ça, c'est pas possible. À cause de ça, il y a cette composante safety qui est extrêmement importante. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a vraiment ce qu'on appelle l'automated driving. Donc, niveau perception et modeling, quelles sont vraiment les fonctions qui sont dessus? C'est tout ce qui est l'extraction des data au niveau des sensors. C'est pour voir tout ce qui est détection des objets, la classification, la segmentation, sont vraiment comprendre quel est l'objet, quel est le pourcentage
que l'on croit que tel objet est. Donc, on aura très rarement 100%, on dit voilà, 100% c'est une voiture. Quelles sont les coordonnées du véhicule, quelle est la vélocité qui est associée à ce véhicule. Donc, c'est vraiment ce qui va être extrait de ce premier domaine, perception modeling. Le self-computing va lui prendre toutes ces données, va aller faire la fusion de toutes ces données pour avoir ce qu'on appelle une world map, donc une carte autour de laquelle on connaît tous les objets autour de la voiture. On peut identifier les objets qui sont statiques, les objets qui sont dynamiques et les objets dynamiques, quelle est la direction dans laquelle ils vont, quelle est la vélocité à laquelle ils vont. De là, après, on va pouvoir en déduire faire une route, faire une trajectoire. Et également, en cas de fêlure, il faudra avoir toujours ce qu'on appelle un safe path, au cas où il y a une fêlure, donc pouvoir s'arrêter et de façon safe. Également, ça va en prendre en compte la dynamique de la voiture, c'est-à-dire que si on tourne à droite, à gauche, quel est l'angle qui est possible à faire selon la vitesse que l'on a, selon vraiment la mécanique de la voiture. Et c'est ce qui est fait vraiment sur le self-computing. Donc, si en résumé, on regarde ce qui se passe au niveau perception et modeling, on reçoit une image qui, elle, est après, on regarde chaque pixel, chaque groupe de pixels pour essayer de dire, tiens, quel est l'objet, quelle est sa vélocité, quelles sont ses coordonnées. Et on va pouvoir extraire, en fait, par sensor. Donc, par sensor, on aura une carte locale où on aura, voilà, sur cette carte, où sont les objets, quel est l'objet, quelle est la probabilité que ce soit l'objet, est-ce qu'on est sûr à 100%, 50% ou 20% que l'objet est de telle nature, quelles sont les coordonnées, quelle est la vitesse. Et ça, c'est vraiment ce qui sort de tout ce qui est perception modeling, que ce soit du radar, du LiDAR ou de la caméra. On aura juste une grid map comme ça avec quelques objets qui seront dessus. Donc, on passe avec une image avec des milliards de pixels à quelque chose qui est très succinct, quelques kilobytes de data, comme j'ai dit, avec l'objet, quelle est la probabilité que ce soit vraiment l'objet, x, y, z, vélocité. Le self-computing va prendre toutes ces petites cartes de chaque sensor, va faire une fusion de tout ça et va avoir ce qu'on appelle le world model autour de la voiture avec différentes granularités. C'est-à-dire entre 0 et 30 mètres ou 0,50 mètres, on aura une granularité d'environ 10 cm. Entre 50 et 100 mètres, on aura une granularité de 50 cm. Au-dessus de 100 mètres, on aura une granularité de 1 mètre jusqu'à 300 mètres. C'est un cas classique. Et donc là-dessus, on aura tous les objets qui seront dynamiques et statiques avec de nouveau leurs attributs qui sont vélocité, x, y, z et la probabilité de ce que c'est. De là, on a un input qui est assez léger finalement, quelques kilobytes de data que l'on fuse ensemble. De là, il faudra en déduire de la voiture, il faudra prédire chaque élément qui sont autour de nous, où est-ce qu'ils vont aller, avec des probabilités qui sont avec des zones de probabilité. Il faudra savoir quels sont tous ces éléments autour de nous afin de prendre une décision. Est-ce qu'il faut aller tout droit? Est-ce qu'on doit tourner? Est-ce qu'il faut accélérer? Est-ce qu'il faut décélérer? Et après, on va juste prendre une décision qui est binaire. Dire voilà, on accélère ou on décélère. Quelle est la force? Et quel est l'angle que l'on va donner au volant, l'angle de virage que l'on va prendre. Donc, on part en fait de milliards de pixels de data et on arrive juste à une data qui est très basique, qui est, voilà, je freine ou j'accélère de temps de force et je donne un angle de 2, 3, 5%. La chose qu'il faut voir, c'est que d'un côté, on a une diversité des sensors. Comme j'ai dit, on a du lidar, du radar, lidar, radar, caméra. Il est impossible qu'on fasse un système autonome sans avoir au moins ces 3 sensors, parce que si un fail, on manque trop d'informations par rapport pour prendre une décision. Donc, on sera obligé d'avoir, pour une voiture entièrement autonome, donc à partir du niveau 3, au niveau de plus, selon ce que les gens comment le market, on devra avoir les 3 types de sensors. On sent qu'on a une diversité, vraiment, radar, lidar et caméra.
En plus, on a une redondance au niveau de l'angle de vue. C'est-à-dire qu'on aura toujours, par exemple, une front-facing caméra, donc une caméra qui va voir devant, et on aura aussi un radar qui va regarder devant et qui sera à longue distance. Donc, en plus d'avoir deux éléments qui sont complètement séparés, qui va donner des informations qui sont similaires, mais de façon différente, en plus, on aura exactement la même vision des deux cas. De l'autre côté, à partir du moment où on fait la fusion de tous ces éléments, on perd la diversité, on perd la redondance, mais en plus, le problème, c'est qu'on doit prendre la décision. Alors que de l'autre côté, il y a une diversité et une redondance. Là, on perd tout, mais c'est là où il a pris la décision. C'est pour ça que niveau safety, niveau d'exigence safety, d'un côté, on aura de l'ASIL B parce que justement, si le radar est ASIL B, si le LiDAR est ASIL B, si la caméra est ASIL B, les trois ensemble vont permettre de faire un système qui est ASIL D, comme David. Par contre, de l'autre côté, étant donné qu'on perd toute cette redondance et cette diversité, à partir du moment où on fait la fusion, on doit être ASIL D comme David, parce que là, on a perdu le fait qu'on aura plusieurs inputs de data. Et donc, étant donné qu'on prend une décision, le composant devra être ASIL D. Donc, un autre aspect, c'est que la performance qui sera demandée ici au niveau de la perception va être complètement dépendante du nombre de sensors. C'est-à-dire que si une caméra, on a du 2 mégapixels 30 frames par seconde pour tout ce qui se passe autour de la voiture, en front-facing caméra, on aura du 8 mégapixels 60 frames par seconde. Donc on aura déjà cette différence-là. Et après, certains car OEM préfèrent avoir un système qui était plutôt basé sur la vision, d'autres préfèrent avoir un système plutôt basé sur du radar. Donc à cause de ça, on aura quelques différences. Mais à la fin, vraiment, ce qui va influencer la performance, c'est uniquement le nombre de radars, la résolution, le framerate qu'on aura pour tous les sensors qu'on aura autour du véhicule. En plus, comme j'ai dit, niveau safety, on a besoin que d'être ASIL B. Après, comme j'avais expliqué juste avant, les sensors, même s'ils sont, donc quand on a du 8 mégapixels ou 2 mégapixels, l'output sera exactement le même. On aura quelques objets avec les X, Y, Z, les coordonnées, la vélocité, les angles et la probabilité de ce que c'est l'objet. Donc, c'est quelques kilobytes. Donc, ici, on a une input qui est assez légère, mais qui est contrainte et qui ne va pas exploser à cause du nombre de sensors. C'est complètement abstrait du self-computing. Par contre, si on a une driving function du style, si on a une fonction qui est ce qu'on a voiture autonome sur l'autoroute, donc dès que vous êtes sur l'autoroute, vous pouvez avoir la fonction autonome. Il va y avoir des grosses différences du style, est-ce que c'est uniquement pendant qu'il y a du soleil ou quand il y a de la pluie, du brouillard et de la neige. Il faudra avoir beaucoup plus de calculs parce que la vision va être beaucoup moindre, donc il y aura beaucoup plus de calculs à faire pour trouver la bonne route. Si tout d'un coup il y a une zone de construction, que faut-il? Est-ce que l'on donne au conducteur de nouveau la conduite ou non, le robot va pouvoir le faire. Mais dans ces conditions, le contexte est beaucoup plus difficile parce qu'il ne faudra plus suivre les lignes blanches, mais il faudra suivre les lignes jaunes. Mais alors, s'il y a des lignes jaunes, mais il n'y a pas vraiment de construction, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a de plus en plus de complexité. Après, de nouveau, est-ce qu'on veut avoir du style, il y a une sortie d'autoroute, on veut rejoindre une autre autoroute? Est-ce que ça aussi, c'est compris dans la fonction autonome? Donc, et ça, ce sont des complexes qui sont des ODD qui sont de plus en plus complexes. Et donc, c'est là où le self-computing va exploser au niveau performance. Parce que l'input sera toujours le même, mais par contre, la décision qu'il devra prendre selon les informations qu'il aura sera de plus en plus complexe. Et donc, c'est pour ça, ici, la performance, la dépendance au niveau des performances n'est pas due à l'input qui est toujours le même, mais ce sera la décision et la complexité de l'ODD qu'il aura à gérer. Donc, en gros, de nouveau, d'un côté, perception modeling, on a une performance qui est dépendante uniquement du nombre de sensors, qui doit être un composant qui doit être ASIL B, et de l'autre côté, on a quelque chose qui est dépendant uniquement de la fonction qui va être implémentée, donc Highway Pilot ou juste du parking autonome, ce type de choses, donc il va avoir une grande
impact sur les fonctions, sur la performance, et un composant qui doit être azildé. Ce sont vraiment deux domaines qui sont très différents, comme vous pouvez voir. Donc, si je regarde au niveau performance, on a essayé de modéliser un peu les niveaux de performance qui sont donnés, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Les niveaux, ce ne sont pas des lignes, ce sont des points, ce sont des zones, parce que certains, on peut très bien résoudre du style un traffic jam Highway Pilot à 50 km/h, plus ou moins, plus avec des algorithmes déterministiques, donc qui va faire uniquement du CPU, ou plutôt avec un accélérateur, donc du fixe ou du floating point. Donc c'est pour ça, on n'a pas c'est pas vraiment des lignes directes, mais ce sont des zones de points dans lesquelles on peut avoir on a besoin de performance. Donc, ce qu'il y a d'important à voir ici, et c'était un des points qui était relaté juste avant, c'est que quand on regarde de niveau 3 à niveau 4 à niveau 5, de niveau 3 à niveau 4, ce que l'on voit, c'est qu'on voit un plateau au niveau de la performance qui est demandée au niveau du CPU, donc des corps des MIP du CPU, et on a une accélération au niveau des performances au niveau de l'accélérateur. Et ça, c'est dû au nombre de sensors de nouveau, parce qu'on arrive à résoudre vraiment la plupart de tout ce qui est segmentation, object detection, à travers du neural net et d'un accélérateur de 8 bits fixed point. Donc c'est pour ça ici, on voit vraiment une accélération au niveau des teraops et un plateau qui se fait au niveau du CPU, puisque la fonction Highway Pilot en niveau 4 ou en niveau 5 sera plus ou moins le même. Il y aura un peu plus de complexité parce qu'il y aura des scènes un peu plus difficiles à avoir, mais sinon, il n'y a pas vraiment une explosion à ce niveau-là. Donc c'est pour ça, on a un plateau, une sorte de maximum qu'on va atteindre, même si je ne pense pas qu'on arrivera jamais à un maximum au niveau du CPU, mais vraiment des tops qui a un besoin en tops qui est de plus en plus important. Donc, niveau perception modeling, on a besoin vraiment d'un besoin exponentiel au niveau du neural net qui est dépendant du sensor. De l'autre côté, on a un plateau qui est dépendant des fonctions que l'on va implémenter, que ce soit du Highway Pilot, du parking, ce type de choses. Donc, un autre point que qu'on voulait un peu montrer, c'est au niveau de l'accélération. Parce qu'on a parlé des tops, du neural net au niveau fixed point pour tout ce qui est image recognition. Donc, en fait, comme on voit, d'un côté, on a tout ce qui est perception et modeling, où on a vraiment, c'est là où il va y avoir le data compute, où on sait que la plupart des images, on peut faire une reconnaissance, segmentation et détection à partir d'un neural net 8 bits fixed point. C'est très connu, c'est quelque chose qui est stabilisé. On voit même des optimisations qui passent même du 8 bits à 4 bits maintenant, c'est certains KOM. De l'autre côté, on a un set computing qui, lui, a des exigences complètement différentes, qui, lui, a besoin d'être déterministique. En effet, si on prend une décision et si la décision est mauvaise, et on est obligé de pouvoir faire un backtracking de la décision. Et donc, c'est pour ça qu'on a, on a quelque chose qui est déterministique, qui doit être déterministique sur le domaine du set computing. C'est parce que c'est safe, et à cause de safe, il faut que ça soit déterministique. Donc, un neural net, il est impossible d'avoir du neural net pour l'instant qui est au niveau de azildé. Et c'est pour ça que pour l'instant, la plupart de la computation est faite au niveau CPU. Par contre, vu la demande qui est de plus en plus importante au niveau des driving functions, des fonctions d'autonomie qu'on va mettre implémentées, il faut qu'on regarde quand même d'avoir une certaine accélération pour pouvoir, pour ne pas avoir des CPU avec 30, 50 cœurs Intel ou ARM qui seraient ingérables au niveau power dissipation. Donc, c'est pour ça qu'on regarde selon le type de solution, où est-ce qu'il le type de solution au niveau accélérateur, quelle est la meilleure solution. Donc, on voit pour tout ce qui est vision, donc on voit vraiment une convergence au niveau fixed point, 8 ou 16 bits, même comme je dis, un accélérateur, on voit des demandes qui passent sur du 4 bits. Par contre, si on regarde
tout ce qui est radar, eux, ils ont plutôt besoin d'accélérateurs qui sont ce qu'on appelle SIMD, pour vraiment avoir du linear algebra à l'accélération. Et là, c'est ce qu'on appelle plutôt du floating point, et on a des DSP qui sont très bons dedans. Quand on fait du planning, du path planning ou du self-computing, on a besoin d'un neural net pour faire tout ce qui est, par exemple, prédiction des objets, où les objets vont aller, mais il nous faut également du linéaire algèbre et du graph-based type algorithmique, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de SIMD ou de MIMD type d'accélérateur. Donc, pour vous donner des exemples, pour du path planning, du self-path planning, du self-computing, on a besoin aussi bien, comme j'ai dit, de tout ce qui est du neural net du 8 bits, 8 ou 16 bits fixed point, pour faire par exemple du path planning, du deep learning path planning, du behavior arbitration ou de la prédiction. Par contre, si on veut faire vraiment de la prédiction, du grid mapping et d'avoir toutes les matrices qui sont, que l'on combine entre elles, là, il nous faut ce qu'on appelle du linear algebra et donc d'avoir plutôt ce qu'on appelle du mathematical accelerator et qui est du floating point. Et c'est là où on a donc besoin du Kalman filter, du long-term prediction, du reinforcement learning. Et tous ces types d'algorithmes sont uniquement pour l'instant sur du floating point. Donc en fait, on voit une migration lente de tout ce qui est déterministique, algorithme déterministique sur des CPU, afin d'avoir une performance qui soit qu'on puisse maîtriser et qu'il n'y ait pas une explosion au niveau du nombre de corps. On passe sur l'accélération floating point. Ce que l'on voit après, d'ici entre 5, 6, 7 ans, une optimisation du floating point vers du fixed point où on connaîtra bien les algorithmes et dans ces conditions, on pourra passer sur des fixed points, d'avoir quelque chose qui soit vraiment optimisé. Donc, quand on regarde l'accélération, niveau perception modeling, on va dire c'est presque maîtrisé, on a besoin du fixed point. Par contre, tout ce qui est self-computing, on a besoin d'un mix entre le CPU, du fixed point et du floating point. Donc, de nouveau, des requirements qui sont complètement différents entre tout ce qui est perception et perception modeling versus self-computing. Vu le temps, je vais passer très rapidement dessus. C'est le niveau du programming language également que l'on a. Donc, au niveau des accélérateurs, un des points importants qui avait été donné avant par Xavier, c'est il faut que ça soit de l'open programming language parce qu'on ne veut pas passer sur le proprietary, parce que sinon on ne peut pas vraiment utiliser l'écosystème qui est disponible. C'est très difficile également pour les KOM de changer de solution, de faire une migration d'une solution à une autre, d'avoir de la diversité au niveau de la solution. C'est pour ça que nous, NXP, on pousse énormément pour une standardisation au niveau des API, du programming language, pour être sûr qu'on puisse utiliser le plus grand nombre de partenaires et que l'écosystème soit le plus grand possible. C'est pour ça que c'est un aspect très important de l'accélérateur qu'il faut prendre en compte, il faut que ça soit open. Sinon, on doit ajouter des abstraction layers au niveau software qui sont très complexes, qui prennent de la performance et de nouveau, il y aura un impact au niveau safety. Un software sans bug, c'est très difficile à avoir. Donc c'est pour ça, de nouveau, on pousse pour des systèmes d'accélérateurs avec des API qui sont le plus ouverts possible. Donc en conclusion, pour nous, il y a vraiment deux domaines. Donc le domaine, tout ce qui est perception et modeling, où la performance est exponentielle et dépend uniquement des sensors. Il faut que ça soit à ZIL-B et l'accélération qui est demandée peut être en fixed point. Le self-computing, il a une performance qui est dépendante de la fonction autonome que l'on va implémenter. Est-ce que ça va être du highway pilot, du parking? Dans le highway pilot, est-ce que c'est avec des zones de construction? Est-ce que c'est quand on veut changer d'autoroute ou pas? Selon les zones si c'est de la pluie, de la neige, si c'est du beau temps. Donc là, on a des fonctions qui vont vraiment mettre, qui vont être la dépendance donc de la performance qui est dépendante des fonctions implémentées. Ça va être ASIL-D niveau safety, c'est parce que de nouveau, il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de diversité, c'est pour ça qu'il faut être ASIL-D à ce niveau-là. Et niveau accélérateur, c'est un mix entre le CPU,
le fixed point et du floating point. Donc, on a vraiment deux domaines qui sont très différents. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'il faut, pour l'instant, qu'on ne voit pas de convergence niveau performance, niveau safety, niveau sécurité. On pense que le meilleur moyen, c'est d'avoir deux domaines et d'avoir deux composantes différents. Donc, comment on verrait le building block? Pour nous, donc on a de la vision, la radar, du lidar et un neural net. Donc tout ça, c'est tout ce qui est perception modeling. Et après, on a du self-computing. Et par exemple, si on a on veut faire une voiture qui est NCAP, on aura juste de la vision, un composant vision, un composant radar. Si d'un coup, vous voulez faire du niveau 3, donc vous allez avoir plus de vision, plus de sensors de caméra, vous avez plus de radar. Donc vous allez avoir un neural net qui va être là et un self-computing qui devra être ajouté. Par contre, vous devez passer à niveau 4. Le niveau de performance au niveau CPU ne va pas croître énormément. Donc, vous allez avoir surtout une demande supplémentaire niveau vision, radar et lidar, mais qui ne va avoir pas d'impact sur le self-computing. Donc, vous pouvez juste ajouter des composants au niveau de la perception sans toucher le self-computing. Et ainsi de suite. Si tout d'un coup, niveau 5, on va rajouter encore la vision, on va rajouter un neural net, à ce moment-là, il sera peut-être bien d'avoir un self-computing, mais les deux scale complètement différemment. Et donc, si je reprends le schéma qu'on avait, si j'ai un modèle monolithique où je dis, voilà, un composant va tout faire, donc j'ai un composant qui va faire tout le niveau 3, et je dis, bah tiens, maintenant, je veux du niveau 4. Si je rajoute le deuxième composant identique, ok, je serai bon au niveau TOPS, mais tout d'un coup, au niveau des DMIPS, je suis beaucoup trop important. L'enveloppe totale de la performance des deux couvre bien le TOPS, mais là, j'ai des DMIPS sur lesquels que j'ai, mais que je n'utilise pas du tout. Donc, on aura on aura un développement d'un gros chip qui sera déjà beaucoup plus complexe à mettre en place, qui aura une qualité niveau automotive qui sera beaucoup plus difficile à atteindre. Et en fait, ça ne me permet pas d'avoir la scalabilité. Une autre approche, comme j'ai dit, si vous avez un composant qui fait vraiment de la vision et donc qui a besoin d'un gros neural net accélérateur mais peu de DMIPS, va couvrir tout ce qui est vision. Vous rajoutez un composant qui va faire plutôt le CPU, tout ce qui est driving function, et là, vous avez une enveloppe qui est exactement la même avec deux composants. Mais si tout d'un coup, vous voulez juste rajouter des capteurs pour avoir juste le niveau 4 qui est à adresser, vous rajoutez juste l'accélérateur et tout ce qui est vision, caméra, radar, lidar, et vous avez exactement la bonne enveloppe sans avoir l'overhead du CPU, parce que les performances niveau CPU n'ont pas ajouté. Donc c'est pour ça, d'avoir deux composants, ça permet d'avoir une meilleure scalabilité. Et également, après, si on regarde tout ce qui est qualité au niveau PPM, au niveau FIT, c'est beaucoup plus facile d'avoir des petits composants que d'avoir un gros composant au niveau de la qualité et au niveau automotive. Donc ça permet également d'avoir des composants qui sont bien plus simples et bien meilleure qualité à la fin. C'est pour ça qu'on propose plutôt pour l'instant une approche avec deux composants. Selon nous, ça permet d'avoir une meilleure scalabilité selon les différents use cases des clients et d'avoir une meilleure qualité et niveau automotive à la fin. Donc voilà, donc le partitioning que nous on propose, de nouveau, d'avoir la perception qui soit vision-perception qui soit séparée. On a aussi le lidar et le radar qui sont, on va dire, on dit edge, donc vraiment à côté du sensor en tant que tel, du capteur en tant que tel. Et après, d'avoir le self-computing qui fasse tout ce qui est route planning, behavioral planning, prédiction et tous ces éléments-là. Donc bon, chez nous, on a le S32R qui fait tout ce qui est radar, et la vision, on a le S32V qui, eux, font tout ce qui est vision et lidar. Tout ce qui est route planning, chez nous, on a ce qu'on appelle le Layerscape et le S32G, donc combiner tous les deux afin d'avoir une solution qui soit ASIL-D, et également un accélérateur. En tant qu'accélérateur, par exemple, nous avons un partnership avec Calray, où on aura une solution qui sera complètement intégrée dans une boîte qu'on appelle la Blue Box, qui permet d'avoir vraiment ce système qui est splitté en deux, donc la vision d'un côté et tout ce qui est central computing de l'autre côté, avec la carte Calray qui sera dedans. Donc c'est la vision que l'on a nous. C'est pour l'instant, vu la maturité du système,
d'avoir des chips qui soient monolithiques, c'est peut-être très bien sur le papier, mais à la fin, quand on regarde la scalabilité que l'on doit adresser de NCAP niveau 1, level 1 jusque niveau 3 et au-dessus, ça ne permet pas d'avoir vraiment une bonne scalabilité ou de faire plusieurs produits, mais à la fin, au niveau des coûts des produits, vu le marché et l'instabilité du marché, de nouveau, ce sont des paris qui sont assez risqués. C'est pour ça que, de nouveau, on pense avoir une solution en multi-chip. Pour l'instant, ça correspond de ce qu'il y a de mieux au marché. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. L'accélérateur sera présenté par Stéphane, avec lequel, comme j'ai dit, on a un partnership, on a un strategic partnership, et il pourra vous faire un deep dive un peu plus important sur l'accélérateur et l'importance qu'il y a de l'accélérateur, et justement d'avoir cette flexibilité fixe et floating point qui est très importante à notre idée. Et voilà. Merci Arnaud. Merci Arnaud. J'ai deux questions qui ont été partiellement répondues en fait. Vous citez, je dirais, la problématique de la performance, la croissance exponentielle des besoins. Cherchez-vous d'autres solutions pour améliorer cette situation? Alors, il y a certains consortiums du style le AVCC, qui est fait de plusieurs Tier 1, SOC vendors comme nous ou de KOIM, où on essaie de voir les enveloppes qu'il faut. Donc, il n'y a aucune volonté de mettre un standard, mais plutôt de mettre des recommandations pour dire, voilà, niveau 1, pour tel type de use case, on pense que l'enveloppe de performance devrait être dans ces zones-là. Mais de nouveau, selon que on veut résoudre le problème avec des accélérateurs ou plutôt des CPU, on peut avoir des différences assez importantes. Donc, il y a plusieurs consortiums comme ça sur lesquels on qui essaient pas de normaliser, de nouveau, ce n'est pas une norme, mais d'avoir des recommandations qui permettent d'avoir une idée de ce qu'il faut faire. Pour l'instant, le sujet est encore trop immature pour dire, voilà, on est sûr que pour ce type de use case, on est obligé d'avoir ces capteurs-là avec un nombre de radars, un nombre de lidars, un nombre de caméras fixées. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, et malheureusement, c'est pour ça qu'on a juste un range de performance, et il y a plusieurs consortiums qui essaient, comme j'ai dit, comme le ABCC, qui essaient de donner des recommandations seulement. Ok. Vous parlez d'optimisation. Est-ce que vous le faites vous-même ou est-ce que vous faites appel à d'autres sociétés? Il est donc d'optimisation. Nous, l'optimisation, les optimisations au niveau des systèmes, donc on regarde avec d'autres sociétés. Donc on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Donc on travaille avec des sociétés aussi bien au niveau software. Donc on a un écosystème avec lequel on travaille, qui nous donne des algorithmes avec des évolutions qui se passent, donc qui ont des visions très long terme et qui travaillent énormément avec des universités également, qui ont par exemple des algorithmes qui sont basés sur des cœurs ARM pour l'instant. On est en train de les migrer sur du floating point et ils sont déjà à faire de la recherche pour comment les migrer après sur des fixed points. Donc, ça, ce sont des choses qui se passent. Il y a énormément d'universités qui sont en train de travailler dessus. Donc, on travaille beaucoup plutôt avec des universités ou avec des gars où c'est vraiment leur force de développer certains algorithmes. Donc, bien sûr, il y a des algorithmes qui sont très importants, du style la fusion, le path planning. Et donc, on a une connaissance, on développe nous-mêmes certains algorithmes, mais on essaie, on ne pense pas avoir la science infuse. Et donc, on travaille beaucoup aussi avec d'autres sociétés, avec un écosystème assez étendu pour avoir différents points de vue. Parce que, de nouveau, on peut très bien faire une prédiction long terme avec un type d'algorithme, mais il y a beaucoup d'algorithmes qui peuvent permettre de résoudre exactement la même chose avec d'autres façons. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester le plus ouvert possible. C'est pour ça qu'on ne peut pas uniquement se dire, voilà, j'ai la science infuse, je travaille uniquement sur ce type d'algorithme. Ce serait se fourvoyer. De l'autre côté, sur la safety, on a exactement le même système. C'est-à-dire que même si on a plus de 25 ans de connaissances niveau safety, on fait appel, on travaille également avec des
un écosystème niveau safety. On travaille pour l'instant avec 2 autres sociétés qui sont expertes en niveau safety pour aussi valider nos concepts de safety. De nouveau, parce que nos gars travaillent depuis 25 ans dessus, donc ils ont développé un prisme sur lequel ils filtrent leurs idées. Mais est-ce que leur prisme est bon? Est-ce qu'il est encore d'actualité? On n'est pas sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille également, même sur des domaines sur lesquels on maîtrise, avec des sociétés externes, des sous-traitants, pour valider nos propres idées, pour ne pas, de nouveau, avoir une idée biaisée après de ce qui se passe. OK. Donc, je retiens que s'il y a post-webinaire des intérêts pour avoir des compétences sur le sujet, vous êtes ouvert. Voilà, parce que peut-être il y aura des propositions. Voilà. Tout à fait. OK. Merci Arnaud. Donc, vous avez effectué la transition avec l'intervention de Stéphane. Donc, Stéphane Cordova de Calré qui prend la main pour la dernière présentation. Et vous m'entendez? Oui. Oui, super. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler un peu de Calré et de nos solutions. Et comme l'a dit Arnaud, je vais vous montrer un peu plus en détail ce qu'on fait dans l'automobile et particulièrement pour tout ce qui est accélération sur l'automobile. Donc, un petit slide d'introduction sur Calré. Donc, on est une compagnie française. On est principalement basé sur la région grenobloise. Donc, on existe depuis à peu près 10 ans. On est à peu près une centaine. Et on est une spin-off du CEVA. Donc, il y a 10 ans de ça, on a été créé à travers le CEVA avec le but de créer une nouvelle technologie de processeurs pour adresser ce qu'on appelle, nous, les systèmes intelligents. On a une ADN qui est très orientée, qui a démarré, on a beaucoup démarré notre activité autour de l'aérospatiale et de la défense au tout début de Calré. On continue toujours à travailler dans ce secteur-là, mais on a aussi fortement évolué vers d'autres applications comme les data centers, parce qu'on travaille aussi beaucoup dans le data center. Mais concernant l'embarqué, on travaille sur l'automobile depuis quelques années déjà, avec des partenaires importants, donc l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui a décidé de nous rejoindre, et puis récemment NXP qui a décidé aussi de rejoindre Calré pour qu'on travaille ensemble afin de développer ensemble des solutions pour le monde de la voiture. On a aujourd'hui, on en est à notre 3e génération de processeurs. Et c'est celui-là dont je vais vous parler, entre autres, et vous expliquer qu'est-ce qu'on amène dans ce secteur pour résoudre les problématiques de ce secteur-là. Une petite introduction sur les systèmes intelligents, et c'est intéressant de voir que pour chacune des grandes révolutions de l'électronique, on a vu apparaître des nouvelles technologies d'électronique et de processeurs. On commence dans les années 70 avec les ordinateurs, et bien entendu, là est arrivé les premiers processeurs, donc qui étaient principalement basés sur des architectures x86 au tout début, et c'est toujours le cas. On voit aujourd'hui toujours que les ordinateurs sont largement basés sur des architectures x86, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est dans les années 90, quand sont apparus les téléphones, quand les téléphones sont apparus, on s'est tous dit naturellement, les processeurs qui sont dans les ordinateurs, on va prendre les mêmes et on va les faire fonctionner sur les smartphones ou même les téléphones au départ. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la technologie n'allait pas du tout, que les requirements de ce monde-là étaient complètement différents du PC. On parlait de connectivité, on parlait de mobilité, donc on parlait aussi de consommation d'énergie. Et là, on a vu apparaître une technologie complètement différente du x86, en tout cas des acteurs différents. Et c'est là où on a vu apparaître ARM, et leur technologie et leur architecture qui était différente d'une architecture x86. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce que nous on appelle les systèmes intelligents, mais c'est donc tous les systèmes qui ont besoin de prendre des décisions, qui ont besoin d'embarquer de l'intelligence pour prendre ces décisions. Donc c'est assez vaste, hein, ça peut être dans tous les domaines vraiment aujourd'hui. Et là on se rend compte que pour ce genre de système, on a besoin de nouvelles technologies de processeurs et de nouvelles capacités à l'intérieur des processeurs pour traiter
des applications qui sont finalement assez différentes de ce qui existait jusqu'à présent dans les ordinateurs ou dans les smartphones. Et c'est pour ça qu'on arrive ici avec une nouvelle architecture qui est finalement très différente des architectures qui existent. On n'est pas les seuls, il y a bien plein d'autres technologies qui arrivent dans ce secteur pour adresser des problématiques qui sont très différentes. Entre autres, faire de l'analyse temps réel de milliers de data, et puis aussi d'être capable de prendre des décisions souvent basées sur de l'intelligence artificielle, comme on en a parlé avant. Et donc, ça, c'est là où vraiment nous, on intervient, et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est vraiment une chance pour des acteurs comme nous d'arriver avec des technologies complètement nouvelles et qui ont une vraie valeur ajoutée vis-à-vis de ce qui existait jusqu'à présent. En plus de cet aspect-là, ce qui est intéressant, c'est que traditionnellement, l'industrie, on augmentait le nombre de performances en ajoutant des cœurs un petit peu. Donc, on était à single cœur et puis après, on est allé sur du multicœur. Et puis, dans le monde du multicœur, on a commencé à jouer sur les fréquences, et augmenter la performance voulait dire augmenter les fréquences. Mais le problème, c'est qu'augmenter la fréquence, souvent, et on augmentait l'énergie consommée. Donc, il arrive un moment où il fallait prendre des décisions et changer de technologie. C'est là qu'est apparu les mini-cœurs. D'ailleurs, c'est là où on change complètement d'architecture, on rajoute énormément de cœurs, qui ne sont pas des cœurs beaucoup plus simples que les gros cœurs qu'on peut avoir sur les x86 sur les ARM, mais par contre qui permettent d'avoir une efficacité énergétique beaucoup plus importante, et du coup d'amener de la performance sans augmenter drastiquement la consommation d'énergie. Et ça, c'est vraiment sur ce thème-là que ces nouveaux processeurs intelligents pour les systèmes intelligents sont souvent basés sur des architectures mini-cœurs d'ailleurs, parce que c'est la solution d'avenir pour pouvoir proposer des systèmes avec beaucoup de puissance de calcul, mais qui consomment peu d'énergie. Et un des systèmes intelligents les plus emblématiques, ce qui représente assez bien qu'est-ce que c'est un système intelligent, bien entendu, c'est la voiture autonome. Ça tombe bien, c'est le thème d'aujourd'hui, mais c'est intéressant parce que on voit que la voiture représente le changement que beaucoup de secteurs sont en train de voir. La voiture, le marché de la voiture est en train de complètement se modifier. Donc, on en a parlé avant, il y a l'électrification des véhicules, il y a l'automatisation des véhicules, et on se rend compte que même dans les business models, les fabricants de véhicules deviennent aussi des prestataires de services, à la fois pour des prestations de services de mobilité, mais aussi des prestations de services pour générer de la data, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la data, c'est de l'argent, et donc du coup, être capable de récupérer la data qui est générée par les voitures et d'en faire des choses, c'est quelque chose de très important pour cette industrie-là. Et donc, ce n'est pas uniquement des fabricants de voitures qui proposent des voitures avec une certaine couleur, un volant et des sièges, ça va bien plus que ça, et c'est pour ça que cette industrie est foncièrement en train d'être changée complètement, avec des nouveaux aspects. L'autonomie, on en a parlé sur les deux présentations d'avant, c'est beaucoup plus de performance. Donc on parle vraiment, c'est une belle image. Une voiture autonome, ça devient un data center sur roue. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Les niveaux de performance qu'on nous demande correspondent à des niveaux de performance que les data centers avaient il y a quelques années de ça. C'est une réalité. Et en plus de ça, on l'a bien vu, on a de plus en plus besoin d'avoir de la programmabilité et de l'évolution dans ces véhicules. Donc le logiciel devient un acteur majeur, et aujourd'hui, beaucoup d'OEM et de Tier 1 recrutent beaucoup de développeurs informatiques et de développeurs logiciels pour permettre d'appréhender cette évolution et être capable d'appréhender toutes les nouvelles fonctions qui vont arriver dans la voiture. L'intelligence artificielle en est une, il y a plein d'autres aspects qui n'étaient pas naturellement dans une voiture et qui arrivent dans la voiture. Le traitement de tous les sensors, par exemple, et la multitude de sensors dans une voiture, c'est des difficultés supplémentaires qui vont se résoudre par du hardware, mais aussi par du software. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est justement quelles sont les conséquences de changement dans le marché de l'automobile, et quelles sont les conséquences finalement sur l'architecture de la voiture. On en a eu un peu l'aperçu avec Xavier et Arnaud, mais
Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, une voiture, c'est plein de choses. Donc, il y a plein de sensors, il y a plein d'informations à récupérer, il y a plein de traitements à faire, il y a aussi à conduire. Il faut, dans certains cas, assister le driver ou dans d'autres cas, carrément le remplacer. Dans les navettes, par exemple, de EasyMile, il y a plus de conducteur, donc il faut le remplacer. Donc, il faut être capable de vraiment remplacer l'humain ou l'assister, et donc amener des fonctions qui sont donc, on en a bien parlé avant, tout ce qui est décision, perception, la vision. Donc ça, c'est des nouvelles fonctions qui n'étaient pas dans nos voitures traditionnellement et qui arrivent dans les véhicules aujourd'hui. Tout ça, et c'est bien, c'était intéressant parce que on n'avait pas préparé la présentation avant, donc c'est intéressant, c'est qu'il y a eu vraiment ces aspects-là. Tout ça basé sur de l'ouverture des plateformes. C'est-à-dire que c'est très important de travailler sur des plateformes ouvertes. Qui soient programmables et qui soient on travaille pas sur des aspects propriétaires. C'est vraiment d'être capable d'interagir avec un écosystème parce que l'écosystème devient vital dans ce monde-là. Si on veut avoir une voiture qui puisse évoluer, il faut se bâtir un écosystème autour du véhicule, et interagir avec cet écosystème veut dire être le plus ouvert possible, soit on s'en rappelle beaucoup à l'open source ou en ayant des solutions qui sont tout à fait standards et connues de l'industrie. Ça, c'est très important. L'autre aspect, c'est qu'une voiture devient de plus en plus complexe, une voiture autonome devient de plus en plus complexe, et donc il va falloir vraiment avoir une attitude de réduction de cette complexité, parce que rajouter de nouvelles fonctions dans un véhicule qui est déjà trop complexe, ça sera impossible. Donc il y a vraiment un aspect, et c'est ce qui est largement fait aujourd'hui par l'industrie, c'est certes, on évolue vers des nouveaux véhicules, mais en plus de ça, on travaille à optimiser, à réduire la complexité du véhicule. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'autre point qui est très important, c'est la scalabilité. Donc, Arnaud, on a parlé, et ça, c'est vraiment un point important, c'est qu'aujourd'hui, un fabricant de voitures, c'est pas un modèle. Vous prenez les gros fabricants du monde, aujourd'hui, ils ont 20, 30 modèles différents. Bien entendu, s'ils veulent harmoniser leurs coûts et proposer de l'autonomie ou de l'assist dans tous leurs véhicules, il va falloir qu'ils repensent leur architecture électronique surtout, de manière à pouvoir la faire évoluer. Faire une électronique par véhicule, c'est juste impossible chez ces grands constructeurs. Donc aujourd'hui, il faut vraiment penser scalabilité, c'est-à-dire avoir finalement une électronique assez basique pour les véhicules de base et être capable de la faire évoluer sans avoir à recommencer sa certification, sa qualification, et surtout sans avoir à modifier le logiciel qui va tourner sur ces voitures-là. Donc la scalabilité et la flexibilité, ça c'est quelque chose de clé pour l'évolution des architectures du futur. Et bien entendu, tout ça est dans un monde connu qui est le monde de la voiture. Donc, bien entendu, les coûts sont très importants, normal. On est dans une industrie de volume, on fait beaucoup de voitures, donc le coût est important. L'énergie est importante puisqu'on parle de plus en plus de voitures électriques. Donc, qui dit faible consommation de l'électronique dit meilleure autonomie de la voiture d'un point de vue kilomètre. Et donc, ça, c'est quand même de plus en plus quelque chose d'important. Et bien entendu, tout ce qui est safety, on va pas faire des nouveaux véhicules avec moins de safety. Au contraire, il va falloir même rajouter de la safety. S'il n'y a même plus de conducteur à l'intérieur de la voiture, il va falloir rajouter beaucoup de safety. Et pareil, Arnaud et Xavier en ont parlé. Et la sécurité est quelque chose d'assez nouveau finalement dans ce monde-là, qui commence à essayer de standardiser, mais qui n'est pas encore bien mature. Mais la sécurité va être vitale parce qu'il va falloir sécuriser et être sûr qu'on ne va pas être capable de pirater une voiture autonome et d'en faire ce qu'on a envie. Et tout ça, c'est intéressant parce que on a vu ça dans les slides de Arnaud, c'est que tout ça réclame beaucoup de puissance de calcul. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des levels des voitures, on se rend compte que la demande en puissance de calcul peut être, ça va de 10 à 100, comme je le mets ici, de 10 à 300, et il y a même des gens qui sont en train de parler de 500 ou 500 tops, par exemple, pour des robots taxis. Donc, on est vraiment sur des puissances du calcul qui sont vraiment très, très importantes. Donc, c'est aussi un aspect à prendre en fonction de tout ce qui est consommation d'énergie, safety, et puis, bien entendu, évolution des systèmes.
C'est intéressant parce que justement cet aspect performance est un des gros challenges de l'industrie de la voiture. C'est qu'en fait, on va passer d'une voiture avec quelques microcontrôleurs qui avaient un certain niveau de puissance à des véhicules qui vont être avec l'équivalent de beaucoup de gros PC dans la même voiture. Et c'est quelque chose à appréhender et qui n'est pas évident à appréhender d'un point de vue architecture du véhicule. Donc, c'est vraiment un des premiers rôles que nous, fabricants de semi-conducteurs pour l'automobile, on doit résoudre, c'est amener la puissance de calcul à nos clients. Et ça, c'est un des premiers points. Mais on ne peut pas amener la puissance de calcul dans les véhicules sans travailler ensemble sur comment on simplifie un véhicule. Aujourd'hui, un véhicule haut de gamme, c'est entre 80 et 100 ECU. De différentes natures, des tout petits microcontrôleurs à des microprocesseurs un peu plus importants, mais c'est très très complexe aujourd'hui. Donc, faire x10 ou x100 dans la puissance de calcul, c'est-à-dire rajouter des nouveaux processeurs et des nouveaux ordinateurs à l'intérieur d'un système qui est complexe, c'est juste impossible. Donc, il y a vraiment une problématique de ramener de la performance à condition qu'on travaille sur réduire la complexité du véhicule. Nous, c'est ce qu'on appelle l'agrégation, c'est-à-dire agréger les fonctions au sein de peu d'ordinateurs à la fin. Donc, l'ultime, c'est un ordinateur qui fait tout. Aujourd'hui, c'est pas trop réel. Donc, c'est avoir un nombre d'ordinateurs très limité, qui ont chacun leur domaine de compétences et qui peuvent du coup simplifier énormément le système. Donc, c'est important aujourd'hui d'être capable d'avoir un système électronique qui puisse répondre à ces exigences, à la fois sur l'aspect performance et à la fois sur l'aspect agrégation. C'est là que nous, on s'est focalisé sur à pouvoir proposer un processeur qui puisse amener ces aspects-là. J'ai un petit mot sur l'aspect de l'architecture, vous allez comprendre après, justement, pour faire un parallèle à ces aspects de performance et d'agrégation. Donc ça, c'est un bloc diagramme d'un processeur Calray, c'est le Coolidge, c'est le 3e génération. Ce processeur-là a 80 cœurs et 80 coprocesseurs. Donc, dans chaque carré bleu ici, vous avez 16 cœurs et 16 coprocesseurs, donc 16 x 5, 80. Donc, c'est une bête assez importante en termes de puissance de calcul et le nombre de cœurs et de coprocesseurs. Et vous avez aussi beaucoup d'interfaces rapides parce qu'il faut interagir avec le monde extérieur. Et ce qui est important, et ça Arnaud il a bien spécifié, vous allez voir, je vais en parler un petit peu. Ce qui est important, c'est que ce processeur doit être capable de faire plusieurs types de calculs. Dans une voiture, encore une fois, on ne fait pas que de l'AI, on ne fait pas que de la vision, on ne fait pas que du lidar, on fait tout ça à la fois. Donc, il est important d'avoir la capacité de faire plusieurs types de calculs. Des calculs de type DSP, donc des calculs de traitement de signal, typiquement pour le lidar ou pour le radar, ou des calculs de vision et des calculs d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est tous des aspects qui sont vitaux, mais aussi des aspects plutôt CPU, donc d'être capable de travailler avec des langages de programmation tout à fait standards. Une machine comme le Calray, il suffit d'être un ingénieur software qui fait du C++ ou même de l'OpenCL pour pouvoir utiliser cette machine. Donc, et c'est très, très important. Et puis, vous avez aussi l'interconnect, c'est-à-dire la capacité à interagir avec les systèmes extérieurs, donc avec un autre processeur qui, par exemple, comme NXP l'a montré avant, le safe computing. À l'intérieur du safe computing, vous avez toute une intelligence qui va travailler sur toutes les trajectoires, par exemple. Bon, mais c'est important, quand vous avez un processeur de performance comme le nôtre, de pouvoir interagir avec tout l'écosystème qu'il y a dans la voiture, que ce soit d'autres processeurs ou même les sensors, par exemple. Donc, c'est très important d'avoir aussi un interconnect qui est important. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est important et je voulais comprendre comment nous, on a appréhendé les choses. L'aspect que Arnaud a aussi présenté avant, tout ce qui est flexibilité en termes de capacité de calcul. Donc, être capable de faire des calculs en 8 bits, en 64 bits, de faire des calculs en entier, en flottant. Pourquoi? Parce que les applications, les algorithmes que vous avez sur les véhicules aujourd'hui sont très larges et donc il est important d'être capable de savoir tout faire. Il n'y a pas que de l'intelligence artificielle dans la voiture, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que ça et il y en a beaucoup qui marketent
des concurrents à nous qui font du marketing autour de l'IA. Il n'y a pas que de l'IA dans la voiture, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est important de ramener cette capacité-là, tout en ayant un niveau de safety qui soit le niveau de safety qui est nécessaire. Et donc, nous, on se place dans le monde de l'accélération et on est vraiment dans le monde de l'asile B. Aujourd'hui, ce processeur est un processeur asile B, donc qui va vraiment être partie complètement intégrante des systèmes asile D que peut faire NXP, par exemple. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de comment on peut utiliser les 80 cœurs et les 80 coprocesseurs du Calray. Vous avez 80 cœurs, ces clusters-là, qui sont 16 cœurs indépendants, 16 cœurs avec une mémoire, peuvent être vus comme de manière différente. Ça peut être vu comme 5 unités de calcul qui peuvent faire des calculs complètement indépendants les uns par rapport aux autres. Et c'est vraiment cet aspect-là qu'on met en œuvre et qu'on a développé. C'est-à-dire que nous, on propose une capacité à pouvoir faire tourner plusieurs applicatifs complètement différents sur la même puce. Et de garantir que tous ces applicatifs, quand ils s'exécutent en même temps, ils ne se perturbent pas. Ça, c'est vital pour les aspects safety, bien entendu. C'est que si vous avez ici un logiciel asile B et qu'à côté, vous avez un réseau de neurones, ou voire même 2 réseaux de neurones qui tournent en même temps, il est bien entendu impossible d'envisager que les réseaux de neurones aillent perturber les autres logiciels qui tournent sur le même processeur. Et ça, c'est la faculté de l'architecture que Calray a développée. C'est-à-dire qu'on a une isolation spatiale des unités de calcul qui peuvent nous permettre de complètement isoler des fonctions sur le même processeur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, toutes ces fonctions-là, aujourd'hui, elles tournaient sur des processeurs différents ou sur des ECU complètement différents à l'intérieur du véhicule. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce qui tournait sur différents processeurs, on peut les regrouper sur un même processeur et commencer à travailler vraiment sur l'optimisation du système en réduisant le nombre de processeurs, le nombre d'ordinateurs dans un même véhicule. Pourquoi? Parce que on amène la puissance de calcul, on amène sa capacité à pouvoir faire plusieurs applications en même temps et bien entendu en gardant les aspects safety en tête. Et ça, c'est quelque chose de très important, bien entendu, dans le monde de la voiture. Pour ça, il y a 80 cœurs, 80 coprocesseurs, il faut les programmer. Donc, c'est pas comme ça, on se dit ça peut être compliqué de programmer 80 cœurs. En fait, nous, on a développé un framework de programmation qui simplifie l'accès à nos cœurs et à nos coprocesseurs, qui est basé sur des standards. Encore une fois, ça c'est quelque chose de très important qui a été répété par Xavier et par Arnaud. L'aspect ouverture des langages de programmation. Donc, tous nos langages de programmation sont basés sur des standards. Donc, soit l'OpenCL, soit le C, le C++. Donc, on n'a aucun standard propriétaire. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que fait ce framework, finalement? Ça permet d'accéder de manière optimisée à toutes les librairies dont vous avez besoin pour faire tourner un applicatif. Donc, ça peut être des librairies de mathématiques, ça peut être des librairies de computer vision, ou ça peut être des librairies de réseau de neurones, tout simplement. Donc, ça vous donne accès à ces librairies via des API simples ou carrément à des langages de programmation standards. Et donc, nous, ce qu'on fait dans ce framework, on donne accès à tous les cœurs et les coprocesseurs de Calray pour avoir l'applicatif qui soit développé et optimisé, bien entendu, avec le niveau de performance que vous désirez. Donc, c'est autour de ce genre de framework qu'on donne accès à une architecture plutôt plus complexe qu'une architecture multicœur et qui vous permet d'utiliser les mêmes langages de programmation que vous avez sur des multicœurs comme le x86 ou le ARM, mais sur des mini-cœurs comme le Calray, par exemple. Ce qui est intéressant, et vous l'avez vu dans le slide de Arnaud, il parlait de SYCL. SYCL, c'est l'évolution d'OpenCL. C'est quelque chose de très important pour justement la connectivité et se connecter à d'autres processeurs. Il faut bien entendu avoir les bonnes interfaces, comme j'en ai parlé avant, mais il faut aussi avoir la connectivité logicielle. Donc, être capable d'interagir avec des processeurs et d'avoir les mêmes API de communication entre le logiciel des processeurs ou des ordinateurs qui sont dans la voiture, c'est quelque chose de très important. Donc, avoir des standards qui sont les communs sur tous les computers va aussi aller dans le sens de simplifier la complexité du véhicule parce que le logiciel va bénéficier de ces aspects-là avec un aspect de standardisation de tout le logiciel qui tourne sur la voiture.
Et donc, c'est ça Calray aujourd'hui. Calray, c'est quoi? C'est un accélérateur qui est connecté à un processeur. Donc, ce processeur, entre autres, ça peut être un processeur ARM NXP qui fait tourner un applicatif. Et Calray, lui, va être là pour accélérer et donner la puissance de calcul au processeur de, par exemple, de safety computing dont tu as parlé Arnaud avant, et donner accès à toute l'accélération que vous avez besoin dans un véhicule. Encore une fois, les réseaux de neurones, la vision, tout ce qui est traitement du signal comme les mathématiques, la FFT, des choses comme ça. Donc, c'est pas uniquement un accélérateur AI, c'est bien plus que ça. C'est vraiment un accélérateur qui est capable d'accélérer tout type d'application que vous avez dans une voiture. Et ça, et tout en ayant un aspect safety qui reste. Et c'est pas parce qu'un accélérateur donne que de la performance qu'il va pouvoir être dans une voiture. Non. Dans une voiture, il faut avoir des accélérateurs qui soient safe et déterministes. Et c'est là où c'est important, c'est que il faut avoir des architectures safe et déterministes. Et donc, c'est nous vraiment là-dessus l'accent qu'on a travaillé beaucoup chez Calray, c'est la puissance de calcul, mais en gardant en tête l'aspect safety qui est vital. On vient de l'aéronautique, on a beaucoup travaillé avec les gens de l'aéronautique, donc c'est quelque chose qui fait partie de l'architecture, de l'ADN de notre architecture, bien entendu, dont on sert de manière très intense dans l'automobile aujourd'hui. On fait un petit zoom on peut pas parler de réseau de neurones sans parler de logiciel, et c'est encore une fois quelque chose d'important, c'est-à-dire que il est important en tant que à partir du moment où on accélère, on donne la capacité d'accélérer les réseaux neuronaux, il faut arriver avec des solutions logicielles les plus ouvertes possibles. Qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture de ce genre de logiciel? C'est-à-dire de pouvoir se connecter à des frameworks de réseaux de neurones type TensorFlow, Café ou NNX, PyTorch, tout ce qui existe aujourd'hui, et être capable d'interagir avec ces systèmes-là et de pouvoir du coup générer de manière automatique le code qui va tourner sur la plateforme hardware à partir des frameworks que l'industrie utilise de manière majoritaire. Donc ça, c'est quelque chose que tout fabricant de semi-conducteurs qui fait des réseaux de neurones doit avoir, bien entendu. Et bon, c'est quelque chose que nous, on a développé à Calray, et c'est quelque chose d'important, puisqu'en plus, ce logiciel qu'on appelle CAN, comme Calray Neural Network, a été optimisé pour notre architecture, et donc le code qui est généré par ce type de logiciel est adapté et optimisé pour les architectures des processeurs Calray. Un point qui est important, et on en a parlé avant, c'est la scalabilité. Encore une fois, quand on fait du L2 à du L5, on ne va pas avoir le même niveau de puissance de calcul. Et Arnaud en a parlé, c'est important d'avoir une scalabilité au niveau hardware. Et là, c'est ce qu'on montre ici, c'est-à-dire que si on utilise juste un cluster, ou si on utilise un processeur, ou si on utilise une multitude de processeurs, il faut être capable il faut garantir que le logiciel qui va s'exécuter sur ces accélérateurs-là soit le même. Et c'est ça qui est intéressant dans notre architecture, c'est que c'est une architecture qui est scalable naturellement, puisque vous voyez une IP ici, c'est finalement un cluster d'un processeur, et puis un processeur, ça devient un cluster d'un système avec plusieurs processeurs. Et tout ça est basé sur le même logiciel. Donc un logiciel qui tourne là sur un cluster, qui tourne sur 5 ou qui tourne sur 4 x 5 clusters, va bénéficier du même logiciel. Et donc le logiciel va bénéficier de la scalabilité en performance. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir 5 fois plus de performance que quand vous utilisez un cluster. Et tout ça avec le même logiciel. Et ça, c'est très, très intéressant dans ce genre d'architecture. Et c'est assez complexe à faire, assez difficile à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez très peu d'architectures scalables comme ce type d'architecture. Et aujourd'hui, Arnaud l'a montré dans un de ses derniers slides, aujourd'hui, ce que proposent les gens de l'industrie traditionnelle, c'est de prendre les deux mêmes processeurs, de les mettre l'un à côté de l'autre. Mais si finalement on a un overhead, on rajoute beaucoup de CPU alors qu'on n'a pas besoin de 2 fois plus de CPU, on a besoin souvent de 2 fois plus ou 4 fois plus d'accélération, tout en gardant le même nombre de CPU. Et l'approche d'NXP est très intéressante parce qu'elle va tout à fait dans l'autre sens, dans le sens où aujourd'hui, finalement, vous avez un CPU, celui d'NXP, qui s'occupe de tout ce qui est safety et compute, et nous, on vient accélérer ce CPU avec une multitude d'accélérations, et on vient adapter l'accélération
au niveau de performance que vous voulez aller. C'est-à-dire que si vous avez un niveau de performance très limité, vous utilisez une IP. Si vous avez un niveau de performance un peu plus haut, vous utilisez un processeur. Et si vous avez vraiment du robot taxi, vous avez besoin d'énormément de performance, vous utilisez plusieurs processeurs. Tout ça avec le même logiciel et tout ça avec le même CPU. Et c'est ça qui fait la beauté d'une architecture comme on est en train de la tirer avec NXP. C'est que vous avez la safety, vous avez la performance, mais en plus de ça, vous avez la scalabilité. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que pour les grands constructeurs, on adresse à la fois des véhicules de L2+, L3 jusqu'à du L5 avec le même type de hardware et surtout le même type de logiciel. Ouais, bon, ça ne veut pas passer. Je vais le faire passer à la main. Voilà. Donc, c'est mon slide de conclusion. C'est en fait, je répète un peu vraiment les aspects qui sont vitaux pour cette industrie. Et bon, en plus, ça tombe bien, c'est ce que nous, on a fait dans notre processeur de nouvelle génération, dans le Coolidge. C'est vraiment ces aspects-là. Bien entendu, amener beaucoup de puissance de calcul. Vous avez bien compris que c'est quelque chose de très important pour ce monde-là. Être capable de faire du processing en temps réel. On est ici dans une voiture dans des véhicules qui bougent. Et donc aujourd'hui, c'est super important d'être capable de faire du temps réel et de traiter tout l'environnement et les datas qui arrivent des sensors en temps réel et de manière déterministe. Accélérer plusieurs types d'applications, pas un type d'application, mais être capable d'accélérer plusieurs types d'applications et en plus de les accélérer en même temps. C'est-à-dire, encore une fois, pas un processeur qui fait un calcul, mais un processeur qui fait plein de calculs ou plein de calculs différents. Donc, et là, l'idée, c'est vraiment être capable d'agréger les fonctions sur un même processeur et donc de diminuer la complexité du véhicule. L'efficacité énergétique, c'est bien entendu quelque chose de vital. On parle de plus en plus de véhicules électriques. Si on n'est pas efficient en énergie, on n'y arrivera pas. Donc, c'est vraiment important qu'il faille ramener une électronique qui soit la plus efficace énergétiquement. Des systèmes qui soient ouverts et complètement programmables. Pas de hardware qui soit des ASIC. Aujourd'hui, le monde évolue tellement, cette industrie évolue tellement, les nouvelles applications évoluent tellement qu'avoir des ASIC qui sont finalement très bons à faire une fonction simple, le problème, c'est que d'une génération à l'autre d'un véhicule, la fonction va évoluer. Et donc, du coup, l'ASIC, vous le jetez à la poubelle et vous avez besoin d'en faire un autre. Donc, aujourd'hui, l'aspect programmabilité et évolution des solutions passe par des CPU qui sont programmables ou des accélérateurs qui sont programmables et bien sûr programmables basés sur de l'open source ou sur des systèmes ouverts, donc des systèmes standards. Et le dernier point qui est bien entendu quelque chose de primordial pour l'industrie, c'est la sécurité et la safety. Donc voilà une petite overview. Donc c'est vraiment, je pense, un bon complément des présentations qui ont été faites par Xavier et Arnaud. Et ça montre un peu les challenges que nous avons, nous, en tant que fabricants de semi-conducteurs, à adresser les problématiques de EasyMile, mais d'autres fabricants. Merci. Merci Stéphane. J'ai une question. En fait, par rapport, je dirais, à la roadmap, est-ce que vous avez j'étais d'un point de vue temporel, des informations à nous donner par rapport au L3 auquel vous avez fait référence et puis, je dirais, à plus long terme sur le L4, par exemple? Aujourd'hui, les aspects sur ces catégories-là, on va se battre beaucoup sur la puissance de calcul. Donc, il est important d'avoir des roadmaps qui montrent une évolution de la puissance de calcul. Donc ça, c'est pour ça que les prochaines générations de processeurs vont aller sur des nodes beaucoup plus petites et donc du coup toujours amener plus de puissance de calcul. Ça, c'est un point important. Ensuite, le nombre de sensors va être aussi important. Un véhicule L3 par rapport à un véhicule L5, on imagine le nombre de sensors va exploser. Il y a des gens qui parlent de 12 à 20 caméras dans des robotaxis. Dans un L3, on a 3, 4, 5 caméras. On parle de LiDAR. Dans un L3, on parle moins de LiDAR. Tout à l'heure, Arnaud a montré plutôt caméra et radar pour du L3.
Faire des robots taxis sans lidar, ça me semble impossible. Et je pense que ça a l'air d'être un consensus de l'industrie automobile et de l'industrie en général des robots, de la robotique. Donc aujourd'hui, la roadmap, ça va être ça. C'est vraiment être capable d'interagir avec beaucoup plus de sensors, donc d'avoir beaucoup plus de puissance de calcul et aussi d'avoir toujours cette capacité à traiter des sensors de nature différente. D'accord. Est-ce qu'il y a des programmes de recherche qui vont dans ce sens et dans lequel vous êtes inséré, ainsi que d'autres partenaires, bien entendu? Oui. Donc nous, on essaie d'être très présent dans tous ces programmes-là. Donc on a des programmes aujourd'hui qui travaillent à la fois sur tous ces aspects-là, sur l'évolution des architectures. On est par exemple dans des projets comme EPI, qui est le European Processor Initiative. On est dans des programmes comme Mont Blanc 2020, des choses comme ça. Donc oui, on est dans ce genre de programme qui prépare un peu l'avenir et qui essaie de voir quelles sont les futures technologies qu'il faut mettre en place pour ce type de le futur, quoi, le futur des systèmes intelligents. Donc oui, on est à fond là-dedans et c'est très important pour nous d'être dans ces endroits-là. Très bien, je n'ai pas d'autres questions, donc je répète, donc si les participants ont des questions post-webinaire, vous pouvez nous les adresser, je les adresserai aux intervenants et vous aurez les réponses bien entendu. Je remercie Xavier, Arnaud et Stéphane pour leur intervention. Un replay et les présentations seront disponibles suivant l'accord que nous donnent les intervenants. Voilà, je remercie également Jennifer et Tiffaine qui m'ont soutenu dans l'organisation de ce webinaire. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Voilà, merci.